bienvenue. Je suis hyper contente de cette suite qu'on vous propose aujourd'hui sur la French Touch. Et on est encore plus nombreux, on est toujours plus nombreux dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai pas moins de 3 DJ avec moi ce soir pour parler musique. Salut les gars, comment ça va ? Bonsoir. Bonsoir, ça va et toi ? Ouais, ça va très bien. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. La semaine dernière, on avait reçu Marcus Edeskin pour parler un peu de la French Touch, de la naissance un peu de ce courant musical. Aujourd'hui, je vous ai convié pour qu'on essaie de parler un peu de ce qu'est la French Touch maintenant, on va dire, ce qu'on qualifierait de la French Touch 2.0. Mais peut-être qu'avant, on pourrait faire un petit tour de table. Je pourrais laisser vous présenter un petit peu. Je sais pas si tu veux commencer. On commence avec moi, ok. Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Pio. Donc ça fait maintenant 6 ans que je suis au Québec. Un peu plus d'une dizaine d'années que je mixe. Il y a 2 ans, j'ai confondé un petit collectif qui s'appelle Polisson. Pas très connu sur Montréal, Polisson. Moi, c'est un des premiers, un des premiers collectifs que j'ai connu quand je suis arrivée ici. Hein. Okay, étant amoureuse de la house, on entendait quand même pas mal parler de vous. Ouais, je pense que t'es arrivé au moment justement où il y a eu beaucoup d'événements en plus. C'est un joli jeu de mots, on aime. Ouais. On aime. Et j'ai quitté justement en juillet en fait, là c'est pour les 2 ans justement, pour moi c'était le temps de quitter, justement de lancer d'autres projets, mais ça peut-être qu'il faudra qu'on en parle plutôt à la fin de l'émission. Ouais. Rappelle-nous juste le nom de ton projet, c'est Serra. Serra, ok, ça marche. Mais on prendra le temps d'en parler à la fin de l'émission, ok, cool. Salut, moi c'est Michael, écoute, je suis DJ, j'ai un alias, mon nom c'est Ultrem. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je mixe aussi, mais je commence jusqu'à maintenant. Là, ça fait peut-être quelques gigs que j'ai fait un peu partout. Vino Disco, Dacha, qui est à venir, puis bref, plusieurs places. Puis voilà, je suis le Québécois qu'on a choisi pour parler de la French Touch. Donc oui, parce que je voulais aussi avoir un peu un regard de quelqu'un qui était local, en même temps exact, vous êtes quasiment québécois les gars, ça fait des années que vous êtes là, on est bien d'accord, mais je voulais avoir le regard de quelqu'un qui un peu le retentissement international, parce que t'es quand même quelqu'un qui mixe sur vinyle pas mal de sons old school, et donc je voulais avoir le regard d'un vrai Québécois qui a eu un peu ce retentissement de plein fouet quoi. Il a grandi aussi avec le disco, ça ne fait que du sens là. Non, c'est cool d'être venu. Et puis le petit dernier, qui est-il? Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Moi c'est Louis, je suis DJ et producteur depuis quasiment 15 ans. J'ai 2 alias, Luminescu et Wasp en fonction de l'humeur de la saison. Ça fait 10 ans que je suis au Québec et puis je suis content d'être là ce soir pour vous parler un peu de French Touch, ce courant musical qui nous a tous un peu accompagnés depuis notre plus tendre enfance. Ouais. C'est ce qu'on a un peu traité la semaine dernière, pardon. Du coup, c'était un peu. Ce serait quoi si on commence par exemple à. Nous, on s'était arrêté autour des années 2001, 2002, juste au moment où en fait Buzz Hippie a créé, s'est séparé des Daft Punk et a du coup créé son label Headbanger. Je m'étais dit que c'était une bonne. Après, c'est vrai que le sujet est hyper large, mais c'était un peu un point d'ancrage parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire d'autres choses et que Headbanger a été créé, qui est quand même un des labels ce label, il a quand même 20 ans au jour d'aujourd'hui. Il a fêté son anniversaire il y a pas longtemps, et donc je voulais en faire un peu une porte d'entrée quoi. À partir de ces années-là, voilà un peu. Donc du coup, je sais pas pour vous, qu'est-ce que ça serait, par exemple, comment vous définiriez un peu la French Touch de maintenant, si je devais vous poser la question? Moi, en fait, déjà, je dirais que, on sait qu'au départ, vraiment, il y a eu justement les groupes mythiques comme Daft Punk, Cassius, etc. Et je trouve que, il y a eu après une sorte de petite suite, selon moi, avec des groupes comme Kavinsky, Sébastien aussi, Breakbot. En fait, ça, c'était plutôt justement un peu après, là, dans les années 2000. Et je trouvais que c'était un peu dans la continuité.
Et en fait, déjà, il faut voir aussi que, mine de rien, là, ce label se renouvelle tout le temps, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu pionniers, là, même quand ils font des choses avec Madre, par exemple. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, ils ont fait un son avec Madre, donc qui allait un peu le hip-hop aussi. J'ai l'impression qu'ils sont toujours en avant-garde, en fait. Plus récemment aussi avec Mid, moi que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai découvert récemment qu'il était signé sur le label, et ce qui fait du sens absolument. Là, on est carrément beaucoup plus récent, pour le coup, vraiment très actuel. Et entre-temps, il y a eu justement toute cette génération avec Breakbot, Kavinsky, qui c'est qu'on avait d'autres aussi, Sébastien, absolument. Et puis Synapson, The Avener aussi, un petit peu, même 2010, 2012. Peut-être pas sur Headbanger pour le coup, mais j'ai l'impression que ça fait une grande famille en fait, que c'est peut-être une grande clique qui se connaissent tous un peu dans le milieu de la night parisienne. Ça c'est sûr que c'est anyway un microcosme avec les recherches qu'on a fait, c'est impressionnant. Ils ont tous des collaborations les uns avec les autres, mais c'est vrai que c'est quand même un label qui existe depuis 20 ans, et pour ceux qui connaissent pas, soit pour les plus jeunes d'entre nous, soit pour les gens qui connaissent pas tout simplement, c'est quand même le label français à avoir signé, je pense, les plus grands DJ français. Enfin, je pense qu'ils ont signé à peu près, ils ont signé à peu près tout le monde au moins une fois. Ils ont vraiment le flair pour trouver, pour avoir une empreinte bien à eux, parce qu'il y a pas seulement des gens qui comme tu disais, Mid par exemple, qui venait du Club Cheval avant, qui faisait des choses qui faisait des choses qui avaient pas qui faisait des choses avec qui étaient un peu moins en rapport, mais ce qu'il disait dans une de ses interviews par exemple, c'est qu'il y avait pas seulement le côté musical, il y avait aussi le côté visuel. C'est une grande part du label Headbanger, c'est qu'il y a aussi les pochettes, le côté visuel, les clips. La merch aussi, l'exclusive. Non, effectivement, il y a ce bel apport-là avec le visuel aussi. En fait, ils ont une sensibilité graphique qui est quand même peut-être là où dans d'autres styles ou dans d'autres labels, on se pose peut-être moins la question. J'en sais rien en fait, mais... Il se démarque, tu le reconnais direct en fait. C'est directement que c'est Banger en fait. Est-ce que vous avez parlé un petit peu des clips justement la semaine dernière? On en a parlé un petit peu, on a parlé tu sais, de Étienne de Crécy par exemple, on a parlé du clip de Damon, You Are My Eye. Ouais. Bon, alors là, qui du coup n'est pas une empreinte graphique, mais qui est du coup un sacré parti pris. On s'en souvient. Ouais. C'est ça. mais parce que, tu sais, si tu compares par exemple à d'autres styles musicaux, peut-être que d'autres styles musicaux vont pas forcément pousser la charte graphique, ou vont pas forcément pousser Enfin, t'as quand même peu de... Dans le milieu électro, je parle, vous me direz si c'est faux ce que je raconte. Dans le milieu d'électro, j'ai l'impression qu'il y a quand même très peu d'artistes qui sont... très peu de labels ou d'artistes ou quoi, qui sont aussi connus pour leur musique que pour leur clip. Dans le milieu électro, je parle... Qui vont autant investir de temps dans la création musicale que la création du visuel aussi. Alors qu'à l'époque aussi, je pense que ça avait aussi un rapport avec toutes les chaînes de télé comme MCM par exemple. Moi j'ai découvert la French Touch un peu comme ça, justement avec des clips complètement originaux pour l'époque, avec Superman Lovers, Starlight par exemple. Ça m'a traumatisé agréablement ce clip-là. Les Daft Punk aussi avec les clips avec une esthétique complètement futuriste. Et je pense que ça a vraiment contribué à faire cette passerelle vers... une musique un peu niche électronique vers les masses et le grand public. Ça a rendu attrayant en fait. Absolument. Ce qui a permis à ce que ça passe à les Much Music MTV, ici Musique Plus d'ailleurs. Voilà, shout out à Musique Plus. Musique Plus, ouais, au Québec, c'était vraiment la chaîne que tu regardais. C'était un peu comme c'était MTV. Très influent absolument là. Oui. Ah ouais, ok. Ouais, je connais pas du tout. C'était la chaîne. L'équivalent, je dirais, de Much Music ou. Donc, je sais pas si c'est comme farfetch de dire, mais je crois que c'est la première performance des Backstreet Boys. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur la map, c'est Musique Plus, c'est à Montréal. Ah ouais, donc, okay. C'est super influent, donc voilà.
Mais c'est vrai que pour le coup, ça, pareil, on a traité ça dans les premières émissions. Aucun rapport avec la French Touch, le Backstreet Boys. Là, mais... Non, pas du tout. Mais c'est vrai que Montréal, il y a plein d'artistes qui ont. Enfin, je veux dire, c'est une scène hyper émergente, hyper importante. Il y a plein d'artistes qui sont nés à Montréal. Et c'est dommage parce qu'on le sait pas forcément de la France. Il y a plein. C'est vrai que moi, je me doutais pas qu'il y avait autant d'artistes qui étaient nés à Montréal. Absolument. Je me retrouve surpris à chaque fois de me dire, mais celui-là vient de Montréal. Je sais pas, par exemple Tiga ou des gens comme ça. Non, c'est vrai, c'est bien vrai. Mais par exemple, il y a Mythe, par exemple, a sorti un clip, encore une fois, il y a pas longtemps. Et là où, par exemple, plein d'artistes de techno font pas forcément, je dirais pas, c'est pas un terme d'effort là, mais genre t'as la plupart des labels que j'écoute et qu'effectivement vont pas le P va pas s'accompagner d'un clip, va pas que s'accompagner effectivement. Mais ok. Et donc effectivement il y avait ça et puis vous me direz encore si vous êtes d'accord avec moi, mais la sonorité bien particulière. Peut-être un peu moins maintenant, peut-être un peu moins maintenant, mais la sonorité quand même très rock, très électrique, tu vois. J'ai réécouté pour préparer l'émission des vieux sets de Sébastien par exemple, tu vois, ou des vieux sets de Kavinsky dont tu parlais tout à l'heure. Et effectivement, tu retrouves où Geza Feldstein a pu faire ça aussi un peu par la suite, mais c'est un peu plus récent, j'ai envie de dire. C'est cette espèce d'amalgame d'accords rock, de guitare avec de la disto et assez brut, qui tire même vers l'électro finalement, électro-trash sur certains morceaux. Et je pense que c'est ça encore une fois qui a fait l'espèce de jonction et de pont entre une musique un peu moins accessible, rajouter des éléments rock qui sont peut-être plus faciles à appréhender pour le grand public. C'est ça qui a permis de le rendre plus accessible, tout simplement. Je pense aussi d'élargir justement les horizons et aussi la vision qu'on avait de la French Touch, qui était seulement de sampler du disco, puis faire le même sample. De utiliser des samples de musique rock, je crois que ça l'amène à avoir une nouveauté, parce que j'ai comme cette impression qu'il y a comme une certaine crise identitaire actuellement avec la French Touch. On sait plus vraiment sur quel pied danser et on appelle comme tout ce qui s'apparente au disco house ou peu importe la French Touch. Donc ça fait du bien là, de voir ça un peu. Là. Mais du coup, t'as même des artistes qui bottent en touche. Enfin, qui bottent en touche. C'est pas l'expression est pas très. Non, mais l'expression est pas très jolie parce que je comprends que t'aies pas envie forcément d'être mis dans une case, surtout à l'heure actuelle. Mais c'était Darius, par exemple, dans une de ses interviews, qui disait j'en ai marre qu'on m'affilie tout le temps à la French Touch 2.0 parce que je me sens pas forcément concernée. Je suis pas forcément d'accord avec lui. Moi, je suis là, si, bien sûr que je représente la French Touch 2.0. Donc, non, effectivement, c'est juste ce que tu dis. Je pense que les artistes ont moins envie d'être mis dans des cases. Peut-être que ça les enferme un petit peu dans quelque chose. Et que maintenant, t'as dit, c'est les DJ. Quand t'es DJ de house un peu connu, du coup, c'est tu représentes la French Touch 2.0. Enfin, pour vous, ce serait. Enfin, est-ce que aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, ce serait quoi pour vous les artistes qui s'inscriraient un peu dans cette mouvance-là, par exemple? Moi, je peux y aller en fait là-dessus. Moi, je te dirais que c'était, c'est le label DKO. On en avait parlé aussi en off la dernière fois. Mais c'est vraiment, moi, je dirais ce label-là avec Mézig en fait, Paul Cut. En fait, tu vois, ce label-là s'est créé, donc c'était 2013, c'est ça, 2013. Et vraiment là, tu sais, où j'ai eu ce sentiment-là, tu sais, qu'il y avait une nouvelle vague d'une certaine façon. Et d'ailleurs, en fait, j'ai découvert avec Madray le vinyle que j'ai chez moi, Quartier Sexe. Et après, un peu plus tard, en 2016, il y a eu les Mézig, les fameux Mangez-moi et Qu'est-ce que Daron, où dessus, il y a un morceau qui s'appelle Le Problème French Touch. Et donc moi je dirais que c'est à peu près à cette époque-là vraiment, tu vois, que j'ai eu un peu ce sentiment-là d'une nouvelle vague. Après je pense que tout le monde peut l'interpréter un petit peu comme il le veut. Et après un peu plus tard, donc 2016, avec le label aussi collectif parisien Pont Neuf Records, qui eux aussi en fait ont été un petit peu, je dirais,
là, dans un article que j'ai lu, en fait, tu vois, en gros, placé comme en digne héritier de la French Touch, tu vois, parce que ils sont centrés sur une solide famille d'artistes, tu vois, qui cultivent une certaine élégance à la française, si on peut dire ça. Puis c'est vraiment une famille, et puis ils ont ensemble, tu vois, là, ils ont vraiment. Il y a pas mal de morceaux aussi, tu sais, il y a des artistes, je vais peut-être pouvoir vous donner un peu des exemples, mais comme Swilly, par exemple. Ok, je connais pas. La Jess, je sais pas si ça vous parle aussi. Je connais pas. Bass, Mercrank. Un peu acidulé. Puis, un peu plus rapide, justement. Pour rebondir là-dessus, j'ai l'impression que cette nouvelle vague, elle a un côté un peu plus rapide, un peu plus brut, un peu plus rave, un peu, finalement. J'ai l'impression que la free party se démocratise aussi pas mal dans la capitale et ses bordures, donc j'ai l'impression que cette French Touch a essayé de prendre une place qui n'est pas celle de la techno de hangar, disons, mais quand même qui a sa place à 5h du matin avec des BPM entre 135, 140, 145 des fois, ce qui se faisait beaucoup moins entre 2010 et 2015, je dirais, ou entre 2000 et 2015. Donc ce virage, je le sens vraiment chez DKO, justement. Parce qu'après Mézik, moi je trouve que c'est marrant. Bah, ça se trouve, il serait pas du tout d'accord avec moi, j'ai honte. Mais on sait pas qui c'est de toute façon. Ouais, de toute façon. Mais non, mais les Mézik, les sonorités sont quand même, sont quand même hyper similaires. Avec, tu sens qu'il utilise la TDR, tu vois, tu sens qu'il utilise les mêmes machines qu'à l'époque, et les sonorités sont hyper ressemblantes. Juste, il a poussé effectivement le BPM à 150, et non mais c'est grave cool. C'est vraiment cool. Il y a toujours la même esthétique, mais il y a peut-être un côté un peu moins pris au sérieux dans sa musique à lui, je trouve. Essayer justement, même à travers sa com et son image. Et puis il est masqué en permanence, enfin on sait pas qui c'est. Voilà, et puis ses publications, c'est à mourir de rire avec un espèce d'argot, argot de la rue. Je trouve qu'il y a une volonté quand même justement de briser cette prise de sérieux, se rebeller un peu, se rebeller un peu de justement, enfin, de marquer une rupture avec la French Touch originelle. C'était ce que je voulais te poser comme question, justement, si tu avais le feeling qui essaie de se délaisser un peu de ce label-là classique de la French Touch. Exactement, autant ils ont envie de garder l'esthétique et l'héritage, mais de prendre une autre direction, je pense. Ok. C'est pour ça que je le ressens. Parce qu'il y avait un côté, house un peu plus classe, tu vois, c'est ce qu'on avait parlé dans l'autre émission. Il y avait quand même, il y avait quand même la techno et les raves anglaises, mais qui étaient beaucoup plus underground, tu vois, un peu plus sale. Et on a voulu rajouter notre côté un peu, tu vois, on a voulu faire de la house un peu plus normée, un peu plus bourgeois. Un peu plus bourgeoise, issue des beaux quartiers de Versailles, etc. Et effectivement un peu plus propre. Et puis la tendance un peu plus club, fête un peu plus fancy, etc. Donc oui, effectivement, c'est peut-être l'envie de couper un peu plus, mais ça reste quand même je trouve une house un peu, enfin, qui joue dans beaucoup de soirées parisiennes, aussi un peu fancy. Enfin, tu vois, je suis pas sûre que tu puisses couper. Une house distinguée. Ouais, je suis pas sûre que tu puisses couper totalement avec. Je sais pas. De toute façon, le milieu parisien a toujours été un peu bobo, surtout dans ces sphères-là. Malgré l'esthétique qu'ils veulent prendre, ça reste. Je pense que ça reste la même chose. Mais effectivement, c'est juste ce que tu dis par rapport. Par rapport au fait de vouloir en faire un peu plus, de vouloir peut-être se l'approprier un peu et de casser un peu les codes. Mais j'ai l'impression que c'est générationnel aussi, de plus vouloir être mis dans tu vois, de plus vouloir être identifié. Peut-être tu pourrais en faire un problème de société plus global. T'as plus envie qu'on te dise il faut que tu te comportes comme ça, il faut que tu fasses ça, la musique que tu fais c'est telle chose. Je sais. D'ailleurs, moi j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de mal à classifier mes musiques. Je sais pas vous, mais tu sais, il y a plus en plus de sous-genres. Complètement d'accord, et j'ai eu même la misère moi à classifier certaines chansons de French Touch. C'est terrible. C'était quand même assez un défi, je te dirais. C'est pour ça que je dis qu'il y a comme cette crise un peu identitaire à savoir, est-ce que c'est vraiment la French Touch ou pas? Je pense que de plus en plus l'éventail de sous-genres grandit, ce qui fait que ça devient un peu difficile. Et en tant que tel, il y a certains artistes justement qui seraient contents de ça, puisqu'ils pourraient un peu se délaisser, partir vers un autre genre et peut-être même en créer un. On sait jamais, mais... Non, mais c'est vrai, moi c'est pareil, tu vois, il y a plein de sons qui sortent aujourd'hui là, tu sais, où j'en mets 3 styles en fait, je pourrais définir 3 ou 4 styles. C'est clair.
C'est clair. Et On beaucoup est de genres entre, aussi, beaucoup de genres ont été nommés par l'artiste même, tu sais, fait qu'on attend juste que l'artiste même va classifier son propre art, tu sais. Parce que Son Mézig, propre il avait projet, dit je fais de l'hyper house. Oh. Ouais. Ah, je l'avais pas On entendu. a eu ça. le hyperpop, mais hyper Ouais, house, ok. tu vois, Hyper je fais de house. l'hyper house, genre je fais de la house, mais poussé à fond. Et je me suis dit, bah. ah non, mais encore un autre genre à mettre dans un autre sous-dossier. Mhm. À créer à créer dans Recordbox. Je me dis, mais c'est pas possible. Je serais curieux de voir qu'est-ce qui caractérise vraiment, tu sais, l'hyper house. Bah, ouais, c'est ça. C'est une. Tu vois, je saurais même pas te dire. C'est vraiment des sonorités, house machine, mais vraiment avec des BPM beaucoup plus rapides. Blé-blé-blou. Et Je te voyais. blip, blip, blip. Peut-être comme Léopold, en fait, l'a sorti récemment un EP à 150 BPM, là, c'est peut-être ça. Pour ça. Un peu, ouais, un peu. J'étais en train de chercher comment on pourrait. Ouais, t'en as plein qui font ça. Ou Oden and Fazzo. Oui. Tu vois, par exemple. Oden and Fazzo. Ouais, c'est dans les 130. Ouais. Mais ils ont fait des sons qui étaient, Oui, tu aussi, vois, ouais, qui un étaient peu beaucoup plus plus. en BPM. Ça me fait penser à un autre artiste. Azo aussi. Azedo. Ok, non, je connais Ça pas. vous parle Là de suite, non. Elle est terrible cette émission. Elle te demande de réfléchir, tu sais, et de retrouver des noms comme ça. Faudrait pouvoir peser sur un petit bouton là et puis pouvoir faire un petit extrait de 15 secondes à chaque fois qu'on Oui, cite un c'est truc. ça, Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça, c'est d'avoir un micro dans la tête. Mais et il y avait un parce qu'en plus on a pour la préparation de cette émission, moi on avait évoqué certains labels, mais il y aurait tellement de choses à dire parce que j'ai volontairement écarté en plus toute la culture club depuis 2003. Tu vois, par exemple, à Montréal, il y avait le club Sauna, là, le club hyper connu, qui ont reçu des mecs comme Antoine Clamaran, tu vois, toute cette génération club, déjà, je l'ai volontairement Martin écarté. Solveig, Martin Solveig, mais tu sais, Mais c'est elle Playground fait quand aussi. même partie du noyau de. Tom Snare, mais tu sais, c'est des mecs que j'adorais, moi, écouter à l'époque. Je sais pas si vous avez un peu écouté Moi aussi. ces plaisir mecs-là, tu coupable, hein. vois. Mais Clamaran surtout, là. ben ouais, Antoine Clamaran, c'était génial. Mais tu sais, par exemple, c'était une telle frustration de volontairement l'écarter, mais parce que je suis pas sûre qu'il rentre dans Il ce y en qu'on... a un autre tu aussi, là, vois j'arrive Ouais. plus à me souvenir de son nom avec le petit Space Invader. Là, Attends, qui c'est qu'il y avait ça vous parle pas Lequel d'ici? Non, mais un gars de toute cette. Ah ouais Ok, ce clic-là. Avec une sorte de petit alien, la Space Invader, qui est vraiment en plus lui hyper influent dans le milieu là, mais qui était avec toute l'équipe là, de Martin Solveig Ah ouais à l'époque. Ouais. Ah mince, ça me dit rien. Parce que moi, dans ma tête, j'ai Crazy Frog, là, quand tu m'en parles comme ça. Mais Ah mais je retrouverai peut-être après. Ouais, tu plus tard. retrouveras, Ça commence tu- par un J son prénom. Un J Et voilà. Oh là, J'essaie on de est dans des retrouver ça. chiffres et des lettres. Question pour un champion. Consonne. Mais du coup, c'est vrai que c'était un peu frustrant parce que pour moi, c'est ce qui ça qualifierait. Enfin, pour moi, c'est ce qui ces mecs-là ont aussi participé à faire un peu rayonner la France et la house et la musique de club à l'international. T'as retrouvé? Joachim Garraud. Ah, mais oui. Mais il y avait aussi Bob Sinclair, évidemment. Mais Il y a- oui. il y a des sons qui sont vraiment. J'ai tu un vois, autre sur le bout de assez la langue. fous. Et tu vois, ces mecs-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils font aussi partie de la mouvance French Touch? Mais pas vraiment, parce que tu vois, Mais de près ou de loin, je peux le dire quand même, oui. tu vois, la Moi- culture club, c'est quand même. Ouais. Alors, c'est vrai qu'elle s'inscrit pas directement dans on va dire les pionniers, les Laurent Garnier, etc. Mais pour moi, c'est quand même un noyau central de cette culture-là, même si c'est plus club, plus commercial, effectivement, avec des sonorités plus électro. Mais la démarche est la même, au final. Ils ont pris quand même les bases du 4/4, disco, machin. Aller chercher, par contre, des voix beaucoup plus, peut-être féminines, très club, finalement, ces sonorités-là, avec des synthés qu'on trouve peut-être un peu kitschou aujourd'hui, mais finalement qui reviennent aussi dans certains morceaux actuels. Enfin... non, je pense que c'est quand même important d'en parler de tout ce groupe-là. Je viens de retrouver Laurent Wolf aussi. Laurent voilà. Wolf, Robbie Riviera. Non, mais t'en as plein, tu peux en citer plein. Et d'ailleurs, maintenant, leurs vinyles coûtent pas cher du tout dans les... Enfin, moi, j'en ai trouvé plein là dans les disquaires de Montréal. Et ça, ils sont à 5 pièces. Je pense que personne n'en veut. Et t'es là, what? Alors que c'est génial. Benny Benassi, tu vois, genre, après, lui, il est pas. Voilà, mais toi, c'est que des mecs de la tendance club. Qui Benny sont Benassi. Benny Benassi, en plus il est anglais, mais tu vois c'est ça, hein, je pense qu'il est même pas ici, Je pense qu'il est anglais. il est anglais, hein. Il me semble que ouais.
Mais du coup, oui, effectivement, j'ai pas. Italien. Italien. Ah ouais, tu vois, Contre toute attente. De tous les pays. Rien à voir. J'aurais jamais dit qu'il était italien. Après, si Benassi, peut-être ça sonne un peu. Benassi, oui. Benassi. Mais ouais, donc c'est vrai que c'était un peu un crève-cœur de les écarter volontairement de ces recherches-là. Mais quand même, je crois que tu as mentionné, Antoine, je crois que c'est important justement de le rajouter dans l'équation puisqu'ils ont quand même aidé à populariser la French Touch ici, à Montréal, au Québec surtout, puis à ramener aussi cette sonorité-là, ce qui a vraiment influencé plusieurs autres artistes par la suite. Mais je pense que c'est important de le mentionner. Puis Antoine, même des personnes qui nécessairement ne sont pas associées à la French Touch, on peut penser à, mettons, Angel Moraes, plusieurs DJ, justement, très, très présents et très iconiques, la club culture montréalaise, québécoise. Directement, qui ont été influencés, puis qu'eux, après, ils les ont joués et les ont fait découvrir, en fait, et les rendus accessibles. Exact. Non, c'est ça. Parce qu'il est venu jouer beaucoup de fois quand on avait fait nos recherches là, pour la culture rave montréalaise. Effectivement, il était sur plein de flyers. C'était hyper drôle. Il a joué dans plein de clubs à Montréal où il y avait des soirées spéciales au Sauna, c'est anciennement le stéréo. Anciennement le stéréo, ouais, c'est ça. Et ouais, il y avait des soirées, Antoine Clamaran. Le mec était hyper apprécié ici. Donc voilà. Ouais, effectivement, c'est un peu. Bah moi j'adore. Moi j'aime beaucoup. Je sais qu'Yannick me taillait pas mal parce que j'aimais Antoine Clamaran. Il taillait pas mal ma culture club, mais c'est vrai que. Et puis t'avais aussi. Il y avait un autre label dont j'ai pas. Parce que tu faisais référence à Mid tout à l'heure, et moi il y a un autre label que j'aime bien, mais qui du coup est vraiment... c'est encore un autre... parce que tu avais cette culture club, tu as cette culture un peu plus house, lo-fi, toute cette époque un peu genre FKJ et tout, tu vois, tous ces mecs-là de Rush Music. Et puis tu avais encore un autre, pour moi, tu avais encore un autre sous-genre qui était... un peu, tu vois, tous les mecs issus du rap, par exemple, je parle du label San Pellegrino, par exemple, avec Tequila Tex, tu vois, tous ces gars-là, tous les gars de TTC qui se sont mis à faire, un peu d'électro à côté, et qui maintenant ont des labels hyper influents. Le mec, il est booké, enfin, tu sais, tu le vois passer partout, quoi. Le gars est hyper booké. Tu parlais de Madre tout à l'heure, Pio, justement, l'infusion du hip-hop et du rap français. Ouais. Dans la French Touch, je trouve qu'elle est hyper importante parce que le rap, j'ai l'impression que le rap français est quasiment maintenant autant écouté que la techno. Tu vois des jeunes dans un parc à Paname posés sur un banc. C'est même plus, tu sais. C'est même plus. Et donc, forcément, ce rap est maintenant infusé dans la musique électronique. Et alors, je sais pas si on pourrait parler de French Touch, là, c'est un peu extrapolé, mais il y a des styles qui se créent justement avec le rap français, dans des styles plus rave, un peu plus violents peut-être, comme le frapcore avec les Casual Gabbers. Encore une fois, c'est pas tout à fait French Touch, mais finalement, il y a un peu la même démarche artistique d'aller puiser quelque part une inspi et de se l'approprier et d'en faire quelque chose de totalement différent. Et je crois que Headbanger ont signé le premier rappeur, si je me trompe pas, non? Ok. Varnish La Piscine. Ok, je suis pas du tout au courant. Vous avez écouté ses projets, c'est super intéressant. Varnish La Piscine? Varnish La Piscine. Ah, La Piscine? Oui, La Piscine. Super intéressant ses projets qu'il fait. Puis je le comparais même à le Tyler, the Creator français. Ah ouais, ok. Vraiment un type de production assez intéressante qui s'apparente quand même à ce que Tyler fait. Ok. Fait que tout ça, pour enchérir sur le fait que, effectivement, je pense que le rap, le hip-hop français, quand même cette connexion-là avec la French Touch sans qu'on s'en rende compte. D'autant plus que, tu sais, comme un label comme Headbanger aussi influent signe cet artiste-là. Donc, voilà. Ouais, je vais aller écouter ça avec plaisir. J'ai entendu parler, franchement, ça me donne envie d'aller. Vraiment intéressant. Voir, c'est ça qui est marrant. Pardon, j'ai coupé quelqu'un. Pardon. Non, je t'en prie, pardon. Juste pour finir la petite parenthèse rap, je sais pas si vous avez écouté le dernier album de Laurent Garnier. Oui. 33 tours et puis 100 vont. 33 tours et puis 100 vont, exactement. Il en est fan. Il est excellent. Mais justement, il y a un morceau avec 22 Carbone qui est très très rap, un petit peu... peut-être pas gangsta rap, mais quand même avec un flow incisif qui découpe bien. On retrouve bien la patte de Garnier, très old school pour le coup sur ce morceau-là. Et pour avoir écouté le reste de l'album, en fait, j'ai l'impression qu'il
qui s'est approprié un petit peu des styles plus en vogue récemment. Il y a des morceaux qui sonnent un petit peu progressive techno, mélodique techno même. Mais encore une fois, il y a cette patte French Touch qui... c'est difficile à mettre un mot dessus. Il va prendre des styles qui sont super en vogue en ce moment, mais se l'approprier à merveille. Et je sais pas combien de temps ça faisait qu'il n'avait pas sorti d'album, mais j'ai été agréablement surpris de voir qu'il était vraiment hyper pertinent dans cette French Touch, peut-être même 3.0 rendu là. Bah, moi, parce que j'étais en train de faire, justement, j'étais en train de faire des recherches là-dessus pour pas vous dire n'importe quoi, mais c'est vrai que je trouve que il y a dans la, dans la French Touch aussi, il y a toujours eu cet art, je dirais, de faire des connexions entre des styles qui, à la base, n'avaient pas grand-chose à faire. Tu vois, par exemple, les gars de Cassius venaient du rap. Ils ont quand même masterisé, ils ont quand même produit et masterisé un paquet d'albums de rap. Et les mecs les mecs ont signé plein de rappeurs hyper influents maintenant. Et en même temps, à côté, ils faisaient du disco, ils faisaient plein de choses. Et puis t'entends les productions de rap qui sont hyper, qui sont aussi très disco, très funk et qui sont hyper similaires avec ce qu'on pouvait faire. Et puis encore maintenant, tu vois, par exemple, je pense à des mecs comme Mala, Vladimir Cauchemar, tu vois, tous ces gars-là. En fait, ils effacent complètement la frontière entre l'électro, entre le rap. Là, l'exemple parfait, c'est DJ Mehdi, hein, justement. Ouais, tu vois, DJ Mehdi, mais tu sais, Vladimir Cauchemar, moi j'adore ce qu'il fait, c'est hyper cool. Puis tu vois, le gars il fait des prods avec SCH, avec Al Capote. Enfin, tu vois, le mec, il est là. Et puis tu le vois en DJ set, c'est un monstre. C'est génial ce qu'il fait, tu vois. Et puis ça, pour le coup, plus que musicalement, ça a aussi un aspect sociologique, je trouve, qui rassemble deux crowds qui, de base, sont un peu... s'aiment pas mutuellement. Oui, les rappeurs carrément, et les clubbers, à la base, c'est ils juste se crachent que dessus, quoi. Culturellement, c'est un peu comme les toughers et ceux qui aiment la psy. Enfin, c'est des mecs qui se fréquentent pas trop à la base. C'est des mecs qui se fréquentent pas trop à la base. Et là, on finit à des soirées où plein de gens qui écoutent du rap français vont aller voir Fol Amour, par exemple. Ouais. Ça, c'est vraiment génial pour le coup. Ouais, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, comme tu dis. Puis mais tu sais, de fusionner comme ça différents styles, je pense que c'est ce qui à l'époque a permis de se démarquer, être un peu innovant, et c'est ce qui aujourd'hui en fait le fait encore, comme on en parle là, avec des styles comme le rap ou d'autres même. Et je pense que c'est comme ça que ça va évoluer et continuer encore, tu vois. Je sais pas, tu vois, mais on le sent bien, tu vois. Après, il y a d'autres labels que je voulais parler, mais peut-être un peu plus tard. Je vais peut-être pas fermer la parenthèse là-dessus si vous voulez poursuivre. Ah bah non, vas-y. Mais c'est pareil, je sais pas, tu vois, si on peut vraiment parler de French Touch, vraiment, mais c'est plus le côté house en fait. Comme moi, je suis de la région Rhône-Alpes, j'ai aussi vécu à Lyon. Et il y avait quand même une bonne culture musique électronique, tu vois. Et en fait, à partir de 2014, il y a deux labels qui sont fondés, Happiness Therapy, je sais pas si ça vous parle. Et après, c'était pas un label, c'était un groupe Facebook même à l'époque. Mais ils ont pas une chaîne YouTube aussi ? Shiner de House. Shiner de House, carrément. Happiness Therapy, ils ont pas une chaîne YouTube aussi ? Certainement, ouais. Ah, certainement. ça me dit quelque chose, ouais, ok. Ouais, t'as des artistes comme Crowd Control, Fordator, après t'as Backagé aussi, je sais pas si ça te parle, Black Loops, pas forcément des Français, que des Français dessus, là, mais Mathieu Faubourg aussi par exemple. Et en fait, là, ce qui était bien aussi sur Shiner de House, en fait, là, c'est que ça a permis. C'est un groupe qui a vite évolué. Il y a eu beaucoup de monde dessus. C'est après que c'est devenu en fait une sorte de label. Après, ils ont sorti des disques et organisé des événements. Mais il y avait un truc qui était assez connu. C'était le Producer Day, en fait. Et ça a permis aussi de mettre en lumière vraiment de nombreux artistes. Comme Swilly, j'en reparle encore là, mais par exemple, il y a Swilly, des Borem La Bagarre. Bellaria, Lisa, qui sont sortis de là. Est-ce que c'était des formes de various artistes, les Producer Day, ou c'était des rassemblements Là, là-bas, c'était vraiment plus, tu vois, tu avais tout le monde qui pouvait participer, et puis après, il y avait des votes. Donc, tu avais des artistes un peu comme Marina Trench, Aneta, qui étaient là un peu dans le jury, tu sais. Cool concept. C'est un concept intéressant. Donc, c'est juste pour un peu dire, tu sais, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est à partir de 2012, puis tu sais, après, regarde 2013, 2014, que moi, personnellement, j'ai senti qu'il y avait un peu ce virage. On pourrait appeler ça à 2.0, mais après, je pense que tout dépend
déjà où on a habité, ce qu'on écoute, ses centres d'intérêt, etc. Mais voilà un peu ce que je voulais partager. Ok. Plus tard, il y a Chevry Agency aussi en 2022, donc ça c'est plus une agence en fait. Mais pareil là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment tout un tas d'artistes en fait qui, pour moi, là, ça fait partie de cette encore une nouvelle chose qui se démarque, et c'est là où je mettrais là-dedans, en fait, Oden et Fazzo, Théos, Bacchus, Oxybel aussi, si ça vous parle. Ouais, puis c'est devenu en plus, je pense que les gens, comme tu disais, comme tu disais, ça se démocratise beaucoup, je pense. Et tu vois, je pensais par exemple, où tu parlais tantôt deux mondes qui se rencontrent, mais par exemple, je pensais à ça quand je pensais au Delta, par exemple, le Delta Festival à Marseille. Alors, ne me jugez pas, effectivement, c'est un festival ultra mainstream, mais avec une line-up de malades. Et effectivement, c'est là où j'avais vu Vladimir Cauchemar sur la main stage, tu vois. C'était vraiment, on était je sais pas combien. Et effectivement, t'avais absolument tous les genres et t'avais énormément de... Pour ne pas connaître le festival, est-ce que tu le comparais à un Oshéaga de ce monde, Oshéaga français? Je sais pas. Sur les 4 jours, il y avait peut-être... Oh, je sais pas. C'est une énorme production, quoi. Ouais, c'est énorme. Je pourrais même pas te dire combien on était. Mais t'as vraiment tous les genres. Autant... Ouais, non, t'as vraiment tous les genres et ils se sont vraiment appliqués à tout faire. Appliqué à avoir tous les styles. Tu vois, il y avait même certains soirs et même certains soirs des trucs même un peu trop hardcore pour moi, je dirais, tu vois. Mais effectivement, parce que à Marseille, il y a énormément, tu vois, il y a énormément cette culture rap, et donc t'as énormément de je sais pas si ça se dit trop. T'as énormément de mecs de mecs en jogging qui écoutent du rap, tu vois, et là ils venaient voir Vladimir Cauchemar et ils venaient voir des mecs comme ça, ils disaient mais tant bien et tout, tu sais, c'était c'est cool de voir ça. Ouais, c'est assez cool de voir ça, un peu un peu ce mélange des genres, et ça ouais, ouais, je pense que ça se démocratise énormément, tu vois. Oden and Fazzo maintenant les gens... Et puis t'as comment il s'appelle, qui est pas français pour le coup, mais qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Je le vois sur plein de Boiler Room ces derniers temps. C'est Armand Van Helden qui passe. Il a fait 3 Boiler Room très récemment, là, en quelques mois. Et les gens se remettent, j'ai l'impression, à écouter ça. Mais il y a cette vague-là, il y a cet intérêt-là maintenant que les gens ont vers la music house des années 90, moi y compris. Puis c'est ça, justement, Armand Van Helden, qui est un grand nom. Tu peux continuer, je l'ai juste... Non, mais c'était ça. Le pauvre, je l'ai écarté aussi parce qu'il est le pauvre, il est pas français, t'sais. Mais parce qu'on pense à lui quand même, t'sais. Mais on peut quand même l'associer avec la French Touch, évidemment, oui. Comme ils sont eu Don't Even Know Me. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est ça, comme on disait tout à l'heure un peu pour Benny Benassi. En fait, il y a des artistes qu'on intègre quand même, comment dire, volontairement ou involontairement, qu'ils soient français ou non. On a l'impression qu'ils font partie quand même de cette esthétique et de ces moments-là. Tu disais que lui était quand même bien connu au Québec. Armin, ça? Ouais. Je pense partout dans le monde, mais pas spécifiquement au Québec, je te dirais. Ouais, dans le monde, je pense. Ouais, absolument, c'est ça. Ah oui. Ouais. Direct. D'ailleurs, t'écoutes ces DJ sets, ils sont même pas très bons, hein. Enfin, non, mais en fait, c'est parce que tu sais, c'est juste. Non, mais tu sais, genre, en fait, c'est parce que c'est juste du passing de toutes les plus grandes tracks. Non, mais vraiment, allez écouter. Je pense que passer ce stade-là, justement, ce qui doit travailler sur un concept pour un. Donc, il va juste mettre tous ses plus gros succès et ça marche, tu sais. Attention, c'est un excellent DJ. Hein, mais lui, s'en fout. Je veux dire, le mec, il fait juste ce qu'on attend de lui et il passe toutes les plus grandes tracks de house des années 90-2000 à la suite. C'est ce que les gens, recherchent. Et c'est trop cool. Non, allez. Mais je sais pas si l'un d'entre vous aurait une explication de pourquoi ça revient tant. Tu vois, ça revient tant à la mode. Et parce que, par exemple, ce que tu disais, Louise, tu le disais en off, tu le disais en aparté, mais tu reparlais des Jeux Olympiques, par exemple. Ouais, justement, j'avais ressorti les notes là-dessus. C'est hyper. C'est la cérémonie de clôture des JO de cette année. Et il y avait je sais plus combien d'artistes, mais dont Breakbot, Buzzy P, Cassius, Étienne de Crécy, Martin Solveig, Polo Pan, The Avener. Enfin, on se retrouve 20 ans plus tard, quasiment des débuts de la French Touch, à avoir tous les regards rivés vers ces artistes-là qui
qui sont de la première ou de la deuxième génération. Donc, au final, est-ce que ce serait aujourd'hui finalement l'apogée, la reconnaissance maximale de ce style-là? Parce que j'imagine qu'au début, les premiers Daft Punk n'ont pas eu tout de suite une approbation mondiale, on va dire. Ça a pris quand même un peu de temps avant de bâtir cette esthétique. Et là, maintenant, ça devient quasiment... ça fait partie des meubles, quoi. La French Touch, c'est presque une étiquette, un label au sens, pas des disques, mais un label qualité, un label esthétique, en fait. Pas trop je voulais m'en aller avec ça. Enfin... Non, mais c'est ça. Non, mais parce que c'est intéressant de se poser la question de on sait que la musique, c'est toujours cyclique. Mais tu vois, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce que ces derniers temps, moi j'ai l'impression... Mais peut-être que je me trompe. Il y a beaucoup aussi de labels, hein, notamment celui-ci, la Toy Tonic, tu regardes justement, ils n'arrêtaient pas de rejouer le morceau de Armand Van Helden. En fait, tu repasses des sons comme ça, années 90, il y a beaucoup d'édits aussi finalement. Pourquoi, je sais pas, c'est rassembleur, c'est dansant, ça rappelle un peu des souvenirs. J'ai l'impression que le monde vont se rappeler des chansons qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes avec leurs parents, puis maintenant de l'entendre, faire partie de la club culture, ça amène un apport complètement différent, puis tu redécouvres un peu ces succès-là, puis tu te dis, mon Dieu, je détestais ces chansons quand j'étais jeune. Je voulais acheter le CD quand mes parents jouaient, mais tu l'entends maintenant, t'es comme, wow, j'ai manqué quelque chose, j'ai manqué une époque vraiment intéressante. Donc, c'est la collection, tu sais, puis qui aussi joue vinyle, tu sais, t'es là, t'essayes de chercher des petits trucs de ces années-là, tu sais, qui sont un peu collecteurs aussi. Et d'ailleurs, je fais le pont là-dessus, mais moi, c'est mon père justement qui m'a fait découvrir tout ce qui était disco, funk, house, c'est lui qui m'a fait découvrir ces morceaux-là. Et bon, il n'y a rien à voir, lui il était mécano, il travaillait en tant que carrossier et tout, mais à côté de ça, en fait, il organisait des événements aussi à côté, et puis il avait des platines vinyles, ses grandes caisses, ses CD, et c'est grâce à lui justement que j'ai découvert tout ça. C'est peut-être justement une petite nostalgie de notre génération à vouloir retrouver un peu cette magie des années 90 à travers la musique, mais je pense qu'on pourrait le comparer à la mode aussi. On voit aujourd'hui des mecs qui s'habillent exactement comme on voulait pas s'habiller quand on était petit. Quand on nous mettait un kawaii et des kickers, aujourd'hui c'est super à la mode. C'est vrai, c'est cyclique. C'est cyclique, et donc je pense qu'il y a un peu cette volonté-là aujourd'hui à vouloir revenir un kitsch bon enfant en fait, un peu. Une esthétique kitsch, justement, encore une fois, pour renverser un peu les codes établis et se prendre un peu moins au sérieux, peut-être. Moi, Mid me fait rire, encore une fois, sur son personnage, son apparence, son style vestimentaire, ses clips. Une manière de pas trop se prendre au sérieux, quoi. C'est ce que tu veux dire, ouais. Tout en étant hyper pointu, finalement. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est une manière d'être peut-être un peu plus léger, je pense. Un peu plus... Mais je crois aussi qu'il y a eu cette saturation-là aussi, au niveau de la culture des festivals de musique. Puis il y a beaucoup de flafla, tu sais, quand on va dans un spectacle de musique électronique, beaucoup de visuels. Fait que si on compare avec les années 90, on est comme back to basics, tu sais. Je pense qu'il y a vraiment ce retour-là, et encore là, tu disais que c'était cyclique. Je pense qu'on est arrivé à l'apogée, puis on essaie de comme revenir un peu vraiment aux grounds, aux fondations même de la musique électro. Donc voilà, je pense que c'est pour ça un petit peu qu'il y a un attrait vers les années 90, surtout par sa sonorité aussi. Puis à Montréal, on a eu, là il est parti de retour en France, mais on a eu The Director, qui est un DJ producer qui va vraiment aller rechercher la sonorité vraiment très Daft Punk-ish. OK. Vous pouvez aller voir, il y a une page Instagram à ça. Filter House. Ouais, exact, mais tout analogue aussi. Là, fait que super impressionnant ce qu'il fait, puis on pourrait vraiment penser que c'est du Daft Punk, mais c'est du B-Sides ou du inédit, donc super intéressant. Là, ok, non, je connais pas The Director, ok. Et puis, c'est un lien aussi avec le retour en force du vinyle. Ouais, c'est vrai. Ça c'est vrai. Pareil, on parle de cycle. Ça m'amène à un autre point que j'avais noté. En termes de French Touch presque 3.0 aujourd'hui, il y a toute le pan minimal, je dirais, parisien, qui s'est inspiré de la scène un peu roumaine, un petit peu pays de l'Est, berlinoise aussi, et puis qui a infusé son esthétique, je pense pas mal au label et au disquaire Yoyaku, qui a démocratisé et inondé au final le monde avec cette esthétique sur les dernières années. Donc avec des producteurs comme Cabane, comme j'ai pas la liste sous les yeux, mais enfin
Je pense qu'on s'en va vraiment là-dessus aujourd'hui avec le retour du vinyle et de cette esthétique vers une minimalisation peut-être aussi. Ok. J'ai eu l'impression que depuis, parce que c'est toi la première fois qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit mais meuf va écouter de la house et de la techno roumaine. Moi je l'ai regardé en mode quoi. C'est encore un truc à aller voir. Et en fait depuis que tu m'en as parlé, je te jure il y a plein de personnes qui m'ont parlé de ça en mode non mais meuf c'est vraiment les prochains mecs, le prochain pays à écouter, le prochain pays qui va sortir des bangers, c'est les Roumains. Et il y a eu 2-3 personnes après toi qui m'ont parlé de ça. Ouais, si tu veux écouter de la minimale et de la bonne techno, de la bonne house, les prochains bangers, c'est les Roumains qui vont les sortir. Ouais. Ok. Donc, ça fait quelques années déjà que ça prend de l'ampleur. Et là, maintenant, il y a des scènes un peu partout, même jusqu'en Amérique du Sud, en Colombie et tout ça, qui vont jouer de la minimale roumaine, encore une fois, à leur sauce à eux. Et pour revenir à la French Touch, je pense que nous, en France, là, on se l'est bien approprié aussi, ce mouvement-là, et qu'il est très en vogue. Et puis on voit là maintenant, même à Montréal, par exemple au Salon Dahomey le mois prochain, il y a 2 Roumains qui viennent jouer, Mia Paul et puis je ne sais plus qui c'est le deuxième. Il y avait Arapu qui était passé aussi. Arapu, on les fait traverser l'Atlantique. l'Atlantique. Plutôt, c'est plutôt de la techno. Non, c'est de la minimale. Okay. C'est de la minimale et minimal house. Ok. Et d'ailleurs, là, tu parles de la scène roumaine, c'est Arpiar aussi. Arpiar, label fondateur avec Villa-Lobos qui lui est argentin, mais qui a pris les 3 Roumains sous son aile. Ah, ben c'est de ça dont on m'avait parlé. Ouais. Voilà. Et petite anecdote aussi, parce que tu dis par rapport à la vente de vinyle, tu vois, qui revient énormément et tout, c'est vrai, tu vois qu'il y a des disquaires qui rouvrent et tout ça. Et cette petite anecdote, en France cette année, ça fait peut-être une vingtaine d'années que la vente de vinyle n'avait pas dépassé la vente de CD, tu vois. Et là, ça y est, c'est le cas ? Cette année, ouais. Je discutais avec... parce que plus personne n'achète des CD, si. Oui, il y a ça aussi peut-être. Ouais, aussi peut-être, mais en tout cas, c'est quand même intéressant d'avoir ce chiffre-là. Après, j'en parlais avec le gérant de Atomer, tu me disais qu'au Québec, lui, c'était déjà depuis longtemps que ça c'était... Ouais, effectivement, je crois que c'était en 2020-2021 que c'est là que la vente de vinyle a vraiment surpassé celle des CD. Mais pour répondre à ta question, qui achète encore des CD aujourd'hui? Mais je pense que c'est ça, il y a vraiment ce retour vers s'approprier puis être propriétaire d'un projet ou juste d'avoir de quoi de tangible. Je pense que c'est ça qu'avec l'ère des plateformes de streaming, le monde veut vraiment avoir de quoi de tangible, encore le vinyle aussi, puis ça nous permet vraiment de découvrir tout ce qui n'est pas sur les réseaux, sur Internet. Il y a beaucoup de vinyles que j'ai achetés qui sont juste pas disponibles. Donc, avoir cette musique-là que seulement toi peux la jouer, c'est assez intéressant comme rapport. Donc, c'est vrai que les sons old school, tu es obligé de les avoir en vinyle. Moi, c'est ce qui m'a poussé à avoir des platines vinyles. C'est parce qu'il y avait des vieux sons qui, tu vois, des sons très anciens qui, anyway, ne seraient jamais, de toute façon, digitalisés. Donc, j'aurais jamais pu les avoir autrement qu'en vinyle. Tu vas trouver Jean-Pierre qui le rip sur sa vieille table tournante. Mais c'est ça. Mais après, par contre, ça va pas aider les diggers comme vous et les collectionneurs comme vous, parce que tout le monde va se jeter sur les pépites, quoi. Et que... Et oui, et justement, ça amène à un point, c'est le côté de rareté aussi. Justement, la mouvance dans cette nouvelle scène un peu minimale, c'est de faire, par exemple, 300 exemplaires d'un disque. Vinyl only, par exemple. Vinyl only, donc il y a toute une scène de DJ en fait qui vont jouer des tracks qu'il n'y a que entre guillemets qui pourront jouer. Et ça forme aussi une forme d'élitisme dans un sens. On parlait tout à l'heure de se prendre un peu moins au sérieux avec la nouvelle French Touch de DKO par exemple. Là je trouve que c'est un peu l'inverse, c'est se prendre carrément au sérieux, de jouer que des tracks que personne n'a. Des fois on ne sait pas qui c'est l'artiste, un non-artiste, un non-track, le macaron est blanc, enfin... à la fois c'est élitiste, ça remet aussi la musique au centre sans qu'on soit influencé par un visuel, par un nom, par tout ça, mais c'est un phénomène assez intéressant finalement. T'as ça dans la mode aussi, hein. Je trouve que tu vois les collections, d'enlever les marques, tu vois les collections de mode très élitistes où tout le monde se rue un peu dessus pour les avoir, ou même tu sais ça fait penser job limité, puis ou tu sais ça fait un peu penser aux soirées un peu berlinoises, tu vois, où tu fais la queue pendant des heures, t'es pas sûr de rentrer, et puis tu sais pas qui tu vas voir, et puis t'as pas le droit d'utiliser ton portable, puis t'as pas le droit de... Peut-être t'as ce côté... dans certaines... Dans certaines tranches, j'ai envie de dire, dans certaines tranches certaines catégories électro, t'as quand même ce côté...
assez élitiste, assez niche, où effectivement tu as envie d'avoir... Et là, je voulais rajouter un truc là-dessus, tu sais, ça me faisait penser... je connaissais pas ça jusqu'à il y a un mois, à peu près un mois ou deux, hein, pour mon anniversaire. En fait, c'est un pote qui m'a offert, je sais pas si ça vous parle, le High Grade Club. Et c'est des cartes j'ai vu ça passer comme quelque ça. En fait, c'est une clé USB en sorte, avec Ah, que wow. des unreleased tracks. Mais non, donc trop bien. ça donne un peu, tu sais, ce truc. Ok. Est-ce que c'est un label qui va vendre ce genre de choses? Ouais, Est-ce que c'est vendu sur Bandcamp, tu vois, et puis il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont sortis aujourd'hui, et puis, actuellement, et puis dessus, t'as de la minimal, t'as de la house. Et les tracks Ah. étaient bien. Parce que tu sais, ça peut être comme les cartes Pokémon. Genre, t'ouvres le truc, c'est que des cartes trop nulles. Exact. Après, c'est pareil, ça va dépendre aussi, tu sais, si tu les partages aussi beaucoup, bah finalement, ça va perdre un peu son intérêt de base, mais bon, voilà. Parce que moi, j'aime bien faire ça. Le concept est vraiment intéressant. Là, Tu sais, quand j'achète des vinyles, je fais ça avec... je prends les Kiko Record, justement. tu sais, les formats DJ, là. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de... c'est juste, ça a juste été imprimé pour un des DJ, ça a juste été copié pour un DJ. Comme les versions 12 pouces Ouais, des chansons. c'est ça, et donc tu sais ou pas ce que tu vas avoir, et je me dis... Les press tests. C'est ça. Oui, Chaque fois, je me oui, dis, ça oui, se trouve, ok. c'est rare, personne ne l'a. Je pense que non. Of course, tout le monde l'a. Mais C'est pas dit. ouais, tu vois, je trouve que ça a un côté... Ouais, je comprends que tu peux te faire... Enfin, je comprends que ce soit séduisant, ouais, d'avoir un truc que pas forcément... Mais de toute façon, vous le voyez bien, en tant que DJ, t'as envie de pas passer... T'as envie de passer quelques bangers, quelques tracks connus, mais t'as aussi envie d'aller diguer et d'aller chercher des sons qui sont un peu moins connus, de faire... Enfin, ça doit dépendre, mais en tout cas, je pense que t'as plein... Mhm. Ouais, ce serait intéressant de savoir un peu comment chacun digue de son côté, là, mais... Moi, j'avoue que c'est souvent le visuel qui va me faire poser le disque sur la Mais ça, dans les disquaires, là, tu veux dire, alors. Ouais, dans les les disquaires, disquaires, ça va être soit l'artiste, soit le label, ou finalement les ou visuels. les visuels, Ah, ou tu vois, un moi, beau pas du vinyle tout, ouais. marbré, blanc et bleu. Tu sais. Ok. Voilà. Ah, tu vois, moi, ça va pas- être ouais. aussi Faut bien commencer visuel, quelque part. mais ça va être le contraire. Ça va être le contraire de toi, justement. C'est le moins de flafla. Mhm. Donc, un white label ou justement un album Ouais, où ce que t'as ouais. rien, c'est là que je vais faire. OK. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, exact. Ok, non, c'est ça. Et je sais pas pour toi aussi, d'ailleurs, ça ressemble à quoi? Ouais, bah moi, ça va être vraiment, on va dire, le visuel, les noms des artistes, c'est des labels que je connais, tu sais, Mhm. et puis des moments, justement, s'il n'y a rien du tout dessus, tu sais, bah, ça Ouais, c'est devient ça. ma curiosité aussi, tu sais. Exact. Après, bon, bah, là, on parle, tu sais, bah, physiquement dans les disquaires, mais après, à côté de ça, bah, tu sais, moi, je regarde, j'ai pas mal de chaînes YouTube, sur Insta aussi, je fais pas mal de labels et d'artistes, j'ai des newsletters aussi, Mhm. sur Bandcamp, évidemment, SoundCloud aussi, énormément. Mais j'écoute, moi, je sais pas combien de sons, tu vois, à la Mhm. semaine, c'est impressionnant. Je me fais des petites séances, en fait, où je fais des screenshots de tout ce que je reçois, tu sais, puis après, je me pose pendant 2 heures et je réécoute tout ça, tu vois. Au moins, tu te poses pendant 2 jours, tu le fais, ça se ramasse pas dans les oubliettes. là. C'est pas ouais, sur les listes. Moi, tu sais, sur YouTube, j'ai je sais pas combien de sets à regarder plus tard Ouais. et que j'écoute jamais et qu'il faut absolument que je me pose pour écouter. Mais je vois qu'il est déjà 19h53. Mon Dieu, que le temps passe vite. Le temps passe vite quand on s'amuse. Mais le problème, c'est que dans cette émission, on invite que des gens qui ont plein de choses hyper intéressantes à dire. C'est hyper frustrant. Et j'aimerais bien qu'on fasse juste un petit tour de table. Je sais pas, pour présenter. Déjà, merci beaucoup, avant toute chose. Merci beaucoup d'être à venu toi. ce soir. Bon. Les conversations ont été hyper intéressantes. Et ouais, juste avant de se quitter, peut-être, je sais pas, parler un petit peu des projets qui s'en viennent, de ce que vous faites en ce moment, parce que là on vient de parler de French Touch pendant 1 heure, mais parce que vous aviez un attrait pour ça, mais voilà, qu'est-ce qui s'en vient pour vous un peu, parce que vous êtes DJ, vous produisez aussi de la musique, vous faites plein de trucs, donc voilà, peut-être conclure par un petit mot sur vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? De très belles choses. Je suis passé du côté organisation de soirées. Ça va faire 1 an que j'organise les soirées Light Delight. Côté obscur. Côté obscur, obscur lumineux, clair obscur, je dirais, clair obscur, où je vais aller chercher plein de styles de musique différents, essayer de mettre les artistes émergents sur le devant de la scène, et ça, c'est un concept que j'ai envie de développer, avec peut-être un peu plus d'artistes internationaux, justement, faire venir plus d'Européens ou d'étrangers en général à Montréal. Sinon, d'un point de vue production, je suis en train de boucler un album
dans une esthétique un peu minimale, ambiante sur certains morceaux carrément. Moi, c'est le sound design vraiment qui me passionne dans la production. Et pour faire le lien avec la French Touch, j'ai un peu le même processus de création. Infuser ma propre patte dans des plus grands styles, on va dire. Moi, c'est plus la minimale, mais je vais essayer d'aller infuser justement de la guitare, pourquoi pas du jazz ou du hip-hop dans mes compos. Et je pense que tout ça, ça vient inconsciemment de la French Touch. Voilà pour les projets. Et puis pour les cool. gens qui écoutent justement les événements que tu fais, Light Delight, c'est Bar La Shop. Au Bar La Shop, Ouais. au Bar La Shop principalement. À tous les Absolument. intéressés. Ouais, tous il a les commencé les intéressés. mercredis, c'est bien parce que ça progresse. Tu as commencé les mercredis. Moi, je me rappelle Mhm. quand je suis arrivée sur Montréal, j'ai fait Toutes les les premiers semaines. open deck de la Light Delight. Les mercredis, tu sais, où ça commençait à 19h et puis là, t'es rendu à faire ça le week-end et tout. Faire ça le C'est week-end, top. très cool. C'est peut-être un peu génial. moins souvent parce que ça demande beaucoup de travail, mais Il y a le non, compte c'était- Instagram à suivre. c'est un très beau projet. Light Delight 808, j'ai choisi ces chiffres au hasard. Et pour toi, Michael? Écoute, moi, je suis actuellement en train de bâtir mon portfolio. Je suis comme tout nouveau un peu dans la scène montréalaise. J'ai eu quelques gigs. Ça fait quand même une dizaine d'années, évidemment, que je mixe vraiment juste pour le fun, pour des parties privées, des parties de parents, peu importe. Mais là, je suis en train vraiment de bâtir une espèce de portfolio. Je travaille sur un prochain set de vinyle seulement, de tout ce que je trouve à Montréal. J'y vais plus par catégorie. Justement, ça avait tombé de l'invitation de Gabriel. Le prochain va être pas mal plus vers la disco house, French touch. Donc voilà, c'est pas mal ce qui se résume sur mes projets. C'est cool. Et de mon côté, alors, j'ai lancé il y a quelques mois, en fait, alors c'est pas un collectif, moi je suis tout seul dedans. Ouais, c'est pareil. Ouais, mais c'est plus un concept de soirée, d'événement. Alors c'est un peu dans la même, je dirais le même objectif que Louis. C'est de mettre en avant en fait des artistes émergents et peut-être plus établis dans des lieux intimistes. Mhm. Et dans des styles plus, on va dire, minimal, deep tech, house, tech house. Et notamment, en fait, comme pour vous donner un peu une idée là, du style, je sais pas si vous connaissez, il y a beaucoup de labels aussi européens en ce moment là, qui fonctionnent bien là, sur des sons, je dirais, que je pourrais catégoriser de minimal groovy. Mais pour en citer quelques-uns, Ivy House Society, PIV, Record Deep, le fameux Trommel, dans ce disque. Limousine Dream aussi, que j'aime beaucoup, avec tout un tas d'artistes vraiment, vraiment sympathiques. Donc voilà, pour me suivre, j'ai aussi un compte, c'est SEARA, S-E-A-R-A. Et sinon, pour les projets de DJing prochainement, il y a la fameuse soirée du 24 octobre. Ah bah voilà, c'est ce que vient de me dire Louis. Il me au dit tu Salon glisseras un Dahomey. mot sur le Dahomey, mais pas besoin, Et, regarde. le 31 aussi au Red Room. Et sinon, l'autre date plus récente où on m'a invité, c'est Zanit qui m'a invité au Barbossa, le 21 novembre. Très cool Cool. spot, Barbossa. Exact. Belle ambiance. Oui, c'est vrai, Mhm. c'est vrai. Très intime et très proche de la crowd, mais il y a vraiment une bonne ambiance. Exactement. C'est ce genre de lieu moi, que j'aime bien, tu vois. Là, Mhm. pour les événements que je veux faire, c'est intimiste, c'est pas beaucoup de gens, et puis voilà, c'est sans prise de tête, quoi. Très cool. Bah ouais, en tout cas, nous, c'est sûr qu'on va se revoir. Jeudi prochain, il y a une soirée au Dahomey qui s'en vient où j'ai proposé à Pio et Louis de venir mixer sur la French Touch. Il y aura aussi Teskin que vous avez entendu la semaine dernière qui va mixer avec nous. Donc je suis très contente. Moi, ça sera ma première fois au Dahomey. C'est un peu la consécration. C'est enfin, je suis un peu anxieuse, mais écoute, ça va être super C'est une cool. belle salle. J'ai dit à beaucoup trop de gens de venir, tu sais, je suis comme ça. Non, mais ça va être très très cool. Et puis le 29, le mal nécessaire aussi. Oui, Le 29 octobre, on va faire une soirée au mal nécessaire. J'aimerais bien faire un truc un peu sur la scène montréalaise, italo disco, un truc un peu sympa, tu vois, un peu parce que ça sera un mardi soir, un truc un peu. Enfin voilà, il y a des belles choses qui s'en viennent. En tout cas, je vous remercie beaucoup les gars, c'était super cool. Gros merci J'ai à toi. encore passé un excellent dimanche. J'espère que vous aussi. Je merci. sais pas, derrière votre écran, derrière vos écouteurs. On remercie aussi beaucoup Alexis et Jay
qui étaient... vous les avez pas vus, vous les avez pas entendus malheureusement. On est là. Ah Ils étaient là, c'est grâce à eux que l'émission elle peut se faire, hein, parce que c'est eux qui gèrent toute la partie technique. Et voilà, on vous fait d'énormes bisous et puis on vous dit à très bientôt. Bye bye. Yes.